Madame, Monsieur, l'histoire a souvent été écrite par les vainqueurs. Et l'histoire de l'Afrique a été ainsi écrite par ceux qui nous ont vaincus. Il est temps pour les Africains de réécrire eux-mêmes leur histoire, de réécrire l'histoire du monde, tout simplement parce que l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. Bienvenue donc à la version du lion. Pour nous accompagner dans cette réécriture de notre histoire, un homme d'expérience, un écrivain, un chercheur qui a parcouru l'Afrique et spécialement l'Égypte à la recherche des traces de nos ancêtres. Raphaël Elono, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité une fois de plus. En forme? Ah, je me sens très bien, j'ai une forme olympique. D'accord. Je vais commencer par rappeler que quand nous étions à l'école, on nous a appris que l'essentiel des éléments de la civilisation de ce monde avait pour source la civilisation gréco-romaine. En parlant de philosophie, d'architecture, de médecine et autres. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Vous vous en doutez bien, je ne saurais être d'accord avec une vision aussi romancée de l'histoire de la planète. Cette vision romancée qui nous a donc présenté la Grèce antique comme étant l'épicentre de l'intelligence. Or, la Grèce antique, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces par ceux qui nous ont envahis, qui nous ont dominés, qui ont fait de nous leurs esclaves. Et il fallait aller puiser à la source pour s'abreuver d'une eau claire, fraîche et une eau vraie. Une fois de plus, je dis toujours, je ne le dirai jamais assez, que l'histoire est faite par les hommes, mais elle s'écrit d'elle-même. Et ça me fait penser à des cours que moi j'ai eus en classe de terminale où on nous parlait de philosophie, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, où j'avais un professeur de philosophie qui nous disait que la personne qui a inventé la philosophie s'appelait Anaxagore. On nous parlait de Pythagore, d'Aristote, de Platon. Qu'en est-il exactement? Ce professeur-là, sûrement, il a été trempé dans le bain occidental. Il a reçu une formation à l'occidental. Donc, il ne peut que répéter ce que ses enseignants lui ont enseigné. Et il transmet donc, sans le savoir, d'une manière inconsciente, ce mensonge historique. Qui était Platon, qui était Anaxagore que vous venez de citer? Parce que jusqu'aujourd'hui, on y croit encore, hein? Il y a beaucoup d'Africains qui sont absolument persuadés que ça venait de la Grèce. Qui était Pythagore? Moi aussi, j'étais de cela, jusqu'au jour où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que je rends toujours hommage à notre ancêtre méritant Cheikh Anta Diop. Quand j'ai lu son premier livre, Nation nègre, c'est là où je me suis dit, donc chez nous, nous avons aussi des héros. Mais Pythagore, c'est pas moi qui le dis. Il a eu un biographe qui s'appelait Jean Blé. C'était son biographe attitré. Il dit, Pythagore est un plagiaire des Égyptiens. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Pythagore. Il s'appelait de son nom grec Ménénarchos. Et il était admiratif de Thalès, lequel, dit-on, avait introduit l'algèbre, la géométrie en Grèce. Oui, je me souviens, on avait étudié cela à l'école, théorème de Thalès, voilà. Théorème de Pythagore et voilà, alors que c'était faux. Mais Thalès a été honnête, parce que Pythagore avait alors 21 ans. Lorsqu'il est tombé amoureux de la classe de Thalès, et il est allé voir Thalès, et il lui a dit, je voudrais être ton disciple. Et Thalès lui a dit, fiston, tu es encore à la force de l'âge, et j'admire ton courage. Tu es doté d'éléments naturels dont la nature ne m'a pas doté. Ce que je te conseille, c'est d'aller en Égypte, parce que tout ce que je sais, c'est des prêtres égyptiens qui me l'ont enseigné. C'est comme ça que Ménarchos se rend donc en Égypte. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, aucune institution ne voulait de lui. Ah oui? Oui, aucune institution ne voulait de lui. Il s'est arrêté à Héliopolis, la première ville. Il est allé à Memphis.
personne ne voulait de lui. Il a dû faire un retour. Parce qu'il n'était pas bon? Non, bon, pour qu'on juge qu'il soit bon, il aurait fallu d'abord qu'il commence ça. Mais tout simplement que les prêtres égyptiens, voyant ce jeune de 21 ans qui arrivait avec son nez hellénien, se disaient, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Il leur semblait un peu bizarre. Et c'est comme ça donc qu'il replie donc en Grèce. Et c'est lui qui était roi à cette époque, je crois c'était Pisistrate, qui lui dit, donc il va le voir. Parce que je vous rappelle ici que la Grèce ne pouvait pas être l'épicentre de l'intelligence planétaire, vu que ces gens-là ployaient sous la dictature. Tous leurs rois étaient des grands dictateurs et ne permettaient aucune réflexion, ne permettaient pas la moindre réflexion, contrairement à nos pharaons, à nous, qui étaient ouverts au monde et à la réflexion. Et en plus, lorsqu'on remonte dans le temps, le système climatique faisait que ces gens se battaient pour leur survie avec ce froid qui se vit en Occident. Donc le temps de réfléchir et de se battre pour sa survie, ça en était trop un peu pour eux. Donc notre Pythagore, donc, il repart donc, et même jusque-là, il n'a pas été accepté par les prêtres égyptiens. Alors, tellement il était envahissant, tellement il était insistant, il lui propose donc un deal un peu curieux. Ils lui disent... voilà, pour entrer dans nous dispensons nos connaissances dans des temples sacrés. C'est comme des espèces d'initiation. Pour y rentrer, il faut passer par la case de la circoncision. D'où cette circoncision qui est d'origine égyptienne. Elle est d'origine égyptienne. Et Pythagore a accepté. D'être circoncis. D'être circoncis. Et ayant donc vu sa volonté, ils se sont dit, mais non, il faut qu'on l'encadre. D'ailleurs, voici, je vais vous dire ici ce que nous révèle Ammien Marcellin, un historien latin né à Antioche, vers 330 et 400. Il dit, Pythagore y puisa en Égypte ses lumières sur l'occulte secret des dieux. C'est de là qu'Anaxagore apprit à prédire que les pierres tomberaient du ciel. Solon, vous connaissez Solon, c'était le célèbre législateur en Grèce, il faisait partie de la classe des sages. Solon, éclairé par les lumières des prêtres d'Égypte, donna à Athènes ses lois équitables et contribua puissamment à établir le droit romain. C'est après avoir vu l'Égypte épuisée dans ses sources que Platon, s'élevant, devint par la sublimité de ses discours l'émule de Jupiter et s'acquit cette sagesse qui le combla de gloire. Ce n'est pas un Africain qui le dit, mais c'est un occidental, Ammien Marcellin, qui a fait des études très approfondies de cette Grèce antique. D'ailleurs, on a cet écrivain célèbre, Joseph, je ne me rappelle plus de son nom, il était d'origine juive, et qui a, en parlant de la Grèce, il les écarte complètement du champ de l'intelligence, du champ de la... Voilà, Joseph Flavius. Ma mémoire me revient. Joseph Flavius, qui était l'une des meilleures plumes de cette époque. Quand vous le lisez, franchement... C'est quand même incroyable. Il ne dit pas du bien de ces gens-là. Il ne dit pas du bien de ces gens-là. Et il souligne même qu'il y avait tellement de tremblements de terre en Grèce que ceux qui venaient après croyaient toujours qu'ils étaient à l'origine de la réflexion. Donc, les Grecs n'ont laissé, il le dit, aucune archive qui prouve qu'ils sont les auteurs de ce dont ils se revendiquent. Et ce n'est pas tout. Là, on parle de la philosophie, on pourrait parler également des mathématiques. Ah, les mathématiques. Il n'y a qu'à aller fouiller dans les papyrus Rhind, qui sont les papyrus de mathématiques. Vous trouverez dans plusieurs exercices, qui vont de l'exercice numéro 2 à l'exercice 96. Vous trouverez tout ce que Pythagore est venu dire ici, qu'il était l'auteur. Chaque exercice traite d'un problème. Des triangles, des surfaces, il y a des angles, tout ça. Et je vais vous rappeler, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que ces gens ont construit des pyramides à tout hasard? Pour construire une pyramide, c'est d'abord un travail de conception intense. Oui, parce que je voulais en parler justement. On réfléchit, on élabore un plan, on calcule les angles, on calcule tous les grands mathématiciens qui se sont rendus en Égypte
ont prouvé que le pi égale 3,14 se trouvait sur cette pyramide-là. Ils ont trouvé le carré de l'hypoténuse. Ils ont trouvé le triangle ils ont trouvé les fameux théorèmes qu'on a attribués à Pythagore. C'est tout simplement une espèce d'usurpation. Qu'est-ce que ces Grecs ont fait lorsqu'ils ont appris en Égypte, rentrant chez eux, voyant que les médias n'étaient pas développés comme maintenant, ils se sont appropriés ces connaissances, et comme ils étaient avides d'argent et de gloire, donc il fallait bien qu'ils disent que c'est eux, et ce sont les ancêtres des Occidentaux. D'où certains écrits où Sœur Thomas nous dit « Nous sommes tous des Grecs ». Mais non, moi je ne me reconnais pas en tant que Grec, je me reconnais en tant qu'Égyptien, en tant que Kamite. C'est quand même assez incroyable ce que tu dis, parce que, et ça ne s'arrête pas là, on nous a par exemple dit que l'écriture a été inventée en Mésopotamie. L'écriture n'a jamais été inventée en Mésopotamie, et ça a aussi été prouvé par des chercheurs, des archéologues célèbres et renommés. Puisque l'écriture est inventée, on connaît son nom aujourd'hui, c'est l'Anou Dioti, ou Thoth, en Kemet, en égyptien, que les Grecs ont appelé Hermès. Le nom Hermès que vous voyez là, c'est l'inventeur de l'écriture. Et cette écriture-là... Et Hermès était d'origine... Mais puisqu'il est d'origine grecque. Moi, je vais même vous donner des noms des divinités africaines qui ont été commuées en divinité grecque. Il y a par exemple Amon, c'est le Zeus grec. Ah oui? Oui, Amon, c'est le Zeus grec. Vous avez Ptah, qui commence c'est à lui qu'on a donc confié Pythagore. C'était un oracle à la fin de ses études, après 22 ans d'études. Donc, comme il s'appelle Ptah, qui veut dire bonté de Dieu. Et ce Ptah, en grec, il s'appelle Héphaïstos. Voilà les noms que les Grecs lui ont donnés chez eux. Incroyable. Héphaïstos. Vous avez Osiris, que les Grecs ont nommé Dionysos. C'est Dieu auquel Constantin, l'empereur Constantin, qui signe le décret de la chrétienté, adorait. Voilà. Donc pour brouiller un peu l'esprit des gens, on dit qu'ils croyaient en un dieu qui s'appelait Dionysos. Mais lorsqu'on regarde le dieu Dionysos, c'était Osiris. Isis, en grec, c'était Déméter. Horus, qui était le fils d'Isiris, qui a combattu Seth, celui-là même qui tua son père. Il a pris le pouvoir et il a donné à cette lignée des rois Anou, dans lequel est sorti le roi Scorpion, qui est le père du premier roi, du premier pharaon, donc Narmer. Donc Horus, c'est lui qu'on appelle en Grèce Apollon. Tout simplement. Tout simplement. Seth, c'est lui qu'on appelle Typhon, c'est le dieu Typhon. Vous avez Net, qui a donné la capitale, c'est lui qui donne son nom à la capitale de la Grèce, Athènes. On ne connaît pas ça. Oh oui. On ignore totalement toutes ces vérités. Athènes. Tout comme l'Europe, c'est une divinité africaine. Une divinité africaine. Thoth, Hermès, je disais tout à l'heure. Le nom Europe. Oui, c'est une divinité africaine. C'est une déesse africaine. Il est demandé à n'importe quel égyptologue. Il vous le dira. Sans soucier. Oui, mais ils ne le disent pas. Non, c'est fait à dessein. Vous avez le dieu égyptien Bastet, qui est devenu Artémis en Grèce. Le dieu égyptien Hadbor, qui est devenu Aphrodite. Tous les noms des saints de l'église catholique romaine sont des divinités africaines. C'est incroyable. Puisque tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc, et qui nous le révèle, c'est le grec Hérodote, qui nous le révèle après une quête minutieuse et un travail de recherche approfondi, lui qui voulait comprendre l'origine des noms de ces dieux. Parce qu'il a posé la question que, mais ces dieux-là, comment sont-ils nés chez nous et tout? Et lorsqu'il remonte, il arrive donc en Égypte et il trouve un prêtre égyptien qui récitait des trucs en citant les noms de ces dieux-là. Et c'est pour cela qu'on vous dit que 25% de mots grecs sont égyptiens.
25%. Tous les linguistes, par exemple, à l'unanimité. Mais je viens de vous dire Amon, qui a donné le fameux Amen dans l'Église catholique romaine. C'est d'Amon que vient le mot Amen. Ils croyaient qu'en changeant de vocable, ils allaient s'échapper. Mais nous, on les a la main dans le sac. On leur dit, mais non, il faut arrêter. Et cette main dans le sac, elle ne s'arrête pas seulement là, parce que quand on parle de démocratie, on nous dit que la démocratie est née en Grèce. La démocratie, rien n'est jamais né en Grèce ni en Occident. Tout est né dans l'Égypte antique. Parce que nous, on avait déjà la notion de cité. On avait déjà la notion de nation. On avait déjà des gouvernements constitués. Donc, au sommet, il y avait le pharaon, il y avait le premier ministre, il y avait des gouvernements. Il y avait le gouvernement et tout. Donc, comment est-ce que ça pouvait naître en Grèce? D'ailleurs, Solon, lui-même qui était le célèbre législateur, qui est devenu célèbre législateur, même Dracon, le fameux législateur grec Dracon qui rendait la justice au sommet de la montagne. Dracon a étudié en Égypte, Solon a étudié en Égypte, et je vous révèle d'ailleurs ce dialogue entre Solon et un prêtre égyptien qui était un peu écœuré de voir des gens qui étaient très enfantins. Et il lui dit, Solon, vous êtes un esprit enfantin. Et il lui dit, comment ça, pourquoi vous le dites? Il dit, mais parce que vous n'avez aucune histoire. Vous n'avez aucune histoire. Voilà donc des gens que nos ancêtres ne prenaient pas en considération, que nous adorons. Et ce sont eux qui viennent nous dire que nous ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je vous ai cité des exemples, voilà, que quand on entend à Athènes, la capitale de la Grèce, puisque des rois égyptiens, l'Égypte antique a colonisé la Grèce. Ah oui? Oui, l'Égypte antique a colonisé la Grèce. Beaucoup de rois en Égypte, en Grèce, étaient des Égyptiens. D'ailleurs, les premières pièces de monnaie que la Grèce frappe, regardez sur le dos de ces pièces de monnaie. C'est des têtes de noirs. C'est des têtes de noirs. Ça veut dire que ces gens rendaient tout simplement hommage à leur maître. C'est tout. C'est tout. Et ce fameux serment d'Hippocrate, on dit que c'est lui qui est l'inventeur de la médecine moderne. Quelle imposture. Hippocrate arrive en Grèce moins de 342 ans avant l'ère Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. C'est là où Hippocrate arrive en Grèce. Or, on a Imhotep. C'est qui Imhotep? Imhotep était le premier ministre du pharaon. Et il était astronome de surcroît. C'est sur Imhotep qu'on devrait jurer. Et non sur Hippocrate. Hippocrate est venu apprendre ce que les anciens Égyptiens ont fait comme étude et analyse. Moi, je vous apprends ici qu'à l'époque de l'Égypte antique, la médecine était déjà très développée chez nous, en Afrique. On soignait déjà les maladies que nous avons maintenant. Elles ne sont pas nées aujourd'hui. On soignait le cœur, les tensions et tout ça. Donc, Hippocrate, quand il arrive, donc il apprend ça quand il rentre chez lui. Comme toujours, il s'approprie. Mais sauf qu'il se fait trahir. Parce que quand il se met à soigner ses malades, il utilise les crottes d'hippopotame. Dites-moi, est-ce que l'hippopotame est un animal de l'Europe? Comment il a su que les crottes d'hippopotame pouvaient soigner des maladies? Hippocrate, c'est la plus grosse imposture. Parce que nos médecins... Oui, ils jurent sur Hippocrate, oui, parce que leurs maîtres leur ont contraint et leur ont dit que c'était Hippocrate. Autant jurer sur Imhotep. Il y a le papyrus Rhind, qui est celui de la médecine, qui date de moins 1562 ans avant l'ère chrétienne. Il est là, il parle de lui-même.
il étudie au moins 45 cas de pathologie. Savez-vous qu'à l'époque de la Grèce antique, il y avait déjà le préservatif? Ah non. Ce n'est pas une invention de nos jours. Ah, je suis pas... Il y avait déjà le préservatif. Ah bon? Qui était enduit à l'huile de raisin. On a même trouvé de matériel qui ressemblait à deux choses près au tétoscope. Qu'on nous dit ici que c'est Laennec qui a inventé. Oui, effectivement, c'est ce que nous avons appris. On nous dit que c'est Laennec. Or, on a trouvé des pinces, on a trouvé des trucs. La preuve, l'Égypte antique pratiquait déjà la momification. La momification. C'est l'une des raisons, excusez-moi, je vais encore gratter la chrétienté. Quoi qu'on y reviendra en détail. Ouais. Si vraiment leur Jésus là avait existé, on aurait eu une trace. Nous, en tant qu'humains, on a inventé la momification. Et comme par enchantement, on le fait voler en l'air et il disparaît dans les nuages. Alors, on semble avoir retrouvé le linceul sur lequel on l'avait enroulé, ainsi de suite. Encore faut-il qu'il nous prouve que c'est ce linceul-là. Parce que c'est là le problème. Est-ce qu'on peut revenir sur l'écriture? Oui. L'écriture, on nous a fait croire pendant longtemps que la civilisation africaine était essentiellement orale. Oui, c'est comme quand ils arrivent chez nous. Ils trouvent que nous, on respecte la femme. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que notre société était matriarcale. Or, notre société n'a jamais été matriarcale. Elle est bien patriarcale. Et c'est eux donc qui apportent, quand vous lisez la Genèse, on condamne d'emblée la femme. On dit que c'est elle qui nous a apporté toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui. Le péché originel. Le péché originel. On crée là ce qu'on appelle comment je peux appeler ça? Le mythe de la culpabilité, d'emblée. Or, dans aucun écrit sacré chez nous, l'écriture est bel et bien une invention africaine. L'écriture est bel et bien une invention africaine par Djéoti Lanou. C'est lui qui invente l'écriture. Il commence par des signes et tout ça. Et c'est comme ça que les prêtres chaldéens qui émigrent en Mésopotamie, c'est eux qui apportent l'écriture. Donc, ce qui fait que leur écriture... On peut même dire que les hiéroglyphes sont une forme d'écriture. Oui, les hiéroglyphes sont une forme d'écriture. Nous, on avait plusieurs formes d'écriture. Même la façon de jouer un instrument de musique, c'est une écriture. Même la façon de danser, c'est une écriture. Nous, on avait plusieurs formes d'écriture. C'est pour cela qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc, voilà comment cette écriture arrive en Mésopotamie. Elle est écrite sur la terre cuite. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on révèle l'antériorité de l'écriture africaine? C'est parce qu'elle a été écrite sur des supports qu'on appelle papyrus. De papyrus vient donc papier. Et dans les fouilles à Abydos, à 400 km de l'Égypte, on a trouvé les premières traces de l'écriture de l'humanité. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour conclure cette émission? D'abord, te remercier pour cette opportunité que tu donnes à un fils d'Afrique de pouvoir parler, de dire la vérité. C'est une vérité vraie. Nous, on a des preuves à l'appui. Nous, on ne parle pas en l'air. Et de deux, je voudrais demander à mes frères africains de se documenter, d'aller à la source, de ne plus prendre ces paroles qui viennent de gauche à droite pour des paroles d'évangile. Tout est parti de chez nous. Il n'y a pas de raison qu'on vienne nous dire aujourd'hui que nous ne valons rien, que nous sommes bêtes. Non. Il faut, et c'est ça le défaut de l'homme africain. C'est qu'il ne veut pas s'ouvrir à cette vérité historique. De grâce. Nous avons eu des aînés qui ont fait un travail colossal. Cheikh Anta Diop est là, Théophile Obenga, Yakalala Omotunde et plein d'autres.
C'est eux qui nous tracent la voie à suivre et suivons-les. Merci. Avec l'espoir que ce message passera. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Je serai très heureux de vous retrouver au prochain numéro. Bonsoir. Yeah.